Salut les gars, ça bouge, Jérusalem, entrailles de zombies. Et sans doute la scène la plus mythique et saisissante de l'histoire du film de zombies. Aucun doute possible. Au début, nul ne prête attention à la catastrophe. Une épidémie frappe le monde animal. Rien de plus. Mais très vite, on signale plus de 20 cas d'humains soudainement, pris de folie et s'attaquant aux passants. Les experts sont partagés. Certains y voient l'avant-goût de l'apocalypse, convaincus que si le virus franchit la barrière humaine, le monde court à sa perte. D'autres, plus sceptiques, relèguent ces alertes à la fin du monde au rang de supercherie. Le protagoniste, Jerry, ex-enquêteur pour l'ONU, a quitté son poste pour se consacrer à sa famille. En ce week-end qui s'annonce, la famille Lane prévoit une sortie. Avant le départ, Karine rappelle à leur fille aînée, sujette à l'asthme, de ne pas oublier son inhalateur. Toute la famille rit ensemble dans la voiture, quand Karine remarque 3 hélicoptères survolant leur tête en moins de 5 minutes. Jerry consulte alors son téléphone, et les nouvelles ne sont guère rassurantes. Pour ne pas se laisser miner, il change de station. Mais aussitôt, une moto déboule à toute vitesse, suivie d'une voiture de police qui brise un rétroviseur et fonce vers la rue, où un choc retentissant fait exploser un véhicule. Un policier crie à tout le monde de retourner dans leur voiture. Un carambolage s'ensuit, mais heureusement, tout le monde va bien. En un clin d'œil, la rue devient un véritable chaos. Le trafic est paralysé. La foule abandonne les véhicules et fuit à pied. Sur la place voisine, une marée de gens tente d'échapper à l'horreur. Ces gens, ce ne sont plus tout à fait des humains. Ils sont infectés, animés d'une rage bestiale. Ils courent à une vitesse surnaturelle, s'en prenant à quiconque croise leur route. Ils sont désormais des zombies. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12... Les zombies envahissent les rues. Jerry trouve un camping-car, rassemble sa famille et quitte la scène à toute allure. À voir l'ampleur du désastre, il est clair qu'aucun habitant de la rue n'échappera à la tragédie. Depuis les airs, la ville de Philadelphie n'est plus qu'un brasier. Ce n'est pas seulement une rue, c'est toute une ville qui succombe. La police tente de contenir les zombies, mais la propagation du virus dépasse déjà tout contrôle. Alors que la famille Lane quitte la ville, l'aîné fait une crise d'asthme. Tout est allé trop vite. Son inhalateur est resté dans l'ancienne voiture. Au moment où Jerry tente de gérer la crise, il reçoit un appel du vice-secrétaire général de l'ONU, Thierry. Par son intermédiaire, il apprend que New York est elle aussi tombée. Thierry a besoin de Jerry, mais pour l'instant, la seule priorité est de mettre la famille à l'abri. Le plan est simple, se retrouver à un point d'évacuation sur la route 95, dans le New Jersey. Quand ils arrivent enfin dans le New Jersey, la nuit est déjà tombée. Il leur faut rapidement trouver le médicament contre l'asthme. Ils entrent dans un immense supermarché où d'autres survivants fouillent frénétiquement les rayons. Jerry et Karine se séparent. Elle part chercher des vivres. Lui se dirige vers la pharmacie avec leur fille. Là, ils croisent un homme blond, armé. Mais loin d'être hostile, il comprend la situation et leur vient même en aide. Soudain, des cris retentissent. La plus jeune fille hurle. Jerry se retourne et voit que le caddie où elle se trouvait a roulé plus loin. 2 hommes sont en train d'arracher les affaires de Karine. Jerry tente d'éviter la violence, mais il n'a pas le choix, les intrus refusant toute discussion. La bagarre éclate. Grâce à son expérience, Jerry prend rapidement le dessus. Un policier surgit, main levée, mais il est totalement ignoré par les agresseurs. Ce policier se précipite vers le rayon des couches et du lait infantile, en prend et s'enfuit à toute allure. En quittant le supermarché, la nuit est tombée. Mauvaise surprise, le camping-car a disparu. Près d'un immeuble, une plateforme pour hélicoptère se dessine. Jerry contacte Thierry pour demander une évacuation, mais la réponse tombe, ce n'est possible qu'au lever du jour. En attendant, il faut gagner le toit de l'immeuble. À peine entré dans les sous-sols, un zombie surgit du ciel et s'écrase sur le toit d'une voiture. Jerry tire, attirant aussitôt d'autres zombies. Fait étrange, un sans-abri, assis à l'écart, boit son alcool sans être inquiété par les morts vivants. Jerry barricade la porte de l'immeuble, mais les zombies affluent quand même. L'étau se resserre. Ils doivent renoncer à gagner le toit et cherchent en urgence un endroit plus sûr pour se mettre à l'abri. Malheureusement, la porte coupe-feu du couloir menant à l'appartement est verrouillée. Poussant de toute leur force, ils plaquent un réfrigérateur pour ralentir les zombies, puis trouvent une autre porte et se hâtent dans le couloir. Plus de temps à perdre, ils défoncent la porte d'un appartement où vit la famille Thomas. Un couple et leur jeune fils, Tommy, effrayés par l'irruption de ces étrangers armés. Les Thomas restent pétrifiés, mais Jerry ne s'attarde pas en explications et emmène sa famille se réfugier à l'intérieur. Les Thomas sont d'une bonté rare. Ils acceptent de les héberger et partagent généreusement leur maigre nourriture. Ce soir-là, à la radio, les nouvelles sont loin d'être rassurantes.
Le gouvernement appelle les citoyens à stocker des vivres et à rester enfermés chez eux. Après une nuit tendue, Jerry tente de convaincre la famille Thomas de fuir avec eux. Mais Thomas, fidèle aux consignes officielles, préfère rester. Jerry doit se résoudre à respecter ce choix. L'expérience de la veille lui a appris que tirer au moindre danger n'est pas toujours la meilleure solution. Il bricole alors son arme. Il fixe un couteau de cuisine à l'avant du pistolet et glisse un magazine sur son avant-bras comme protection de fortune. En essayant de quitter l'appartement, la famille Lane se heurte à la serrure électronique. Les zombies sont déjà là. L'étau se resserre. Pourront-ils s'en sortir vivants? La montée vers le toit se complique. Karine et les enfants avancent tant bien que mal, tandis que Jerry reste en arrière, piégé sous un zombie impossible à repousser. C'est alors qu'un coup de feu retentit. La créature s'effondre. C'est Tommy, le jeune fils des Thomas, qui vient de les sauver. Il semble bien être le seul survivant de sa famille. Karine et les deux filles atteignent le toit. Un signal lumineux est tiré, guidant enfin l'hélicoptère qui repère leur position. Peu après, Jerry arrive avec Tommy, fonçant vers la terrasse. À ce moment-là, tout bascule, le zombie abattu par la balle se relève. Mais 12 secondes s'écoulent sans que Jerry montre le moindre signe d'infection. Pas le temps de souffler, une horde de morts vivants se rue vers eux. Karen et les 3 enfants embarquent d'urgence dans l'hélicoptère, tandis que Jerry, en dernier rempart, retient de toutes ses forces la porte d'accès au toit. Au dernier instant, il se précipite vers l'hélicoptère alors que les zombies déferlent sur la terrasse, menés par le terrifiant zombie Thomas. Protégé par les soldats, Jerry parvient à embarquer de justesse. Bientôt, ils se retrouvent à bord de l'USS Argus, un navire de guerre américain stationné à 200 milles à l'est de New York, perdu en plein Atlantique. Ici, c'est l'un des derniers refuges. Jerry retrouve Thierry et apprend la gravité de la situation. Le président américain est mort. Le vice-président est porté disparu. Toute la classe politique est en panique. Et dans le pays, plus aucun moyen de transport ne fonctionne, sauf l'aviation militaire. Le virus, lui, se propage sans relâche et seuls les pays du Nord, grâce au froid, semblent encore relativement épargnés. À bord, le professeur Fasbach, virologue de Harvard, tente de remonter à la source de l'infection pour créer un vaccin. Les premiers signaux de l'épidémie auraient été envoyés par email depuis la base militaire de Camp Humphreys, en Corée du Sud. Jerry, ancien enquêteur de l'ONU, est le candidat idéal pour accompagner Fasbach en mission sur place. Mais l'idée de quitter sa famille le déchire. Il refuse d'abord, jusqu'à ce que le capitaine du navire le convoque. D'un ton sans appel, celui-ci lui lance « Regardez autour de vous ». Monsieur Lane, ici, chacun a une raison d'être. Il n'y a pas de place pour ceux qui n'ont pas de fonction essentielle. La liste d'attente pour une cabine est longue. Si vous voulez protéger votre famille, aidez-nous à stopper ce fléau. Le choix vous appartient. Pour que les siens restent à l'abri, Jerry n'a plus le choix. Il embrasse Karine, fait ses adieux, puis s'embarque avec Fasbach et une escouade de Navy, SEALs en direction de la Corée du Sud, sous la pâle clarté de la lune. L'équipe atterrit sur la base. Juste avant de sortir de l'avion, ils rappellent à Fasbach les consignes de sécurité. Toujours garder l'index hors de la gâchette. Les grincements de la porte blindée, les cris stridents de zombies au loin, tout ici respire la menace. À peine sorti, une créature surgit. Un tireur d'élite l'abat sans hésiter, mais d'autres zombies affluent aussitôt. Pris de panique, Fasbach s'enfuit vers l'avion, trébuche et appuie accidentellement sur la détente. Il se tue sur le coup, laissant les autres désemparés. Heureusement, les soldats de la base interviennent à temps pour contenir l'attaque. Le commandant de la base, stupéfait par la mort absurde de Fasbach, en reste sans voix, tout comme Jerry, consterné par l'ironie de la situation. Mais il est trop tard pour reculer. Les soldats, aguerris, ont appris à mieux connaître leurs ennemis. Les zombies sont sensibles au bruit. Tirés dans le corps, ils ralentissent, mais seul un tir à la tête les neutralise. Par précaution, ils préfèrent brûler les cadavres. Méthode plus sûre que les balles. Dans une pièce calcinée, 15 à 16 cadavres jonchent le sol. Avant de mourir, aucun n'a eu le temps d'appeler à l'aide. Pas même le médecin du camp retrouvé prostré, la bouche écumante, tenant un objet étrange entre les dents. Une semaine plus tôt, un soldat avait mystérieusement disparu. Quand on l'a retrouvé, il présentait déjà les signes de l'infection. Le médecin du camp a tenté de l'examiner, mais le soldat s'est transformé sur le champ, mordant aussitôt le médecin. Le médecin, inconscient de la gravité de la situation, rentre à la base sans prendre de précautions, ce qui entraînera une véritable tragédie. Impossible désormais de déterminer si ce soldat était le patient zéro ou avec qui il aurait pu être en contact avant d'être infecté. Ces questions cruciales resteront sans réponse. Cependant, au fil des discussions, Jerry apprend que le temps de mutation ici est plus long qu'aux États-Unis.
Il faut généralement 5 à 10 minutes pour qu'une personne se transforme. C'est alors qu'un homme enfermé attire l'attention de Jerry. Il s'agit d'un ancien agent de la CIA, arrêté pour avoir vendu des armes à la Corée du Nord, pris pour un fou par tout le monde. Il affirme cependant avoir des informations vitales. Selon lui, seuls 2 pays dans le monde sont encore sûrs. La Corée du Nord, qui a fait arracher les dents de toute sa population en une seule nuit. Ainsi, même mordu, plus personne ne peut transmettre le virus. Et Israël, qui avait anticipé la menace avant même l'éclosion de l'épidémie, érigeant de hauts murs protecteurs autour de ses villes il y a déjà 13 ans. Une semaine plus tôt, Israël a terminé la construction de ses remparts. Et jusqu'à présent, les zombies restent cantonnés à l'extérieur. L'homme conseille à Jerry d'aller à Jérusalem et de rencontrer un certain Jürgen. Toutes les réponses qu'il cherche s'y trouvent peut-être. Sceptique mais sans autre piste, Jerry décide de tenter sa chance. Avant de partir pour Jérusalem, il tente de rassurer Karine, mais le réseau est mauvais et ils n'ont pas vraiment le temps d'échanger. Pour ne pas attirer l'attention, l'équipe se déplace en vélo sous la pluie, silencieuse et prudente. Tout semble se dérouler sans encombre, jusqu'à ce que l'inévitable survienne. Karine, inquiète, essaie de rappeler Jerry, et la sonnerie du téléphone résonne dans la nuit, attirant aussitôt les zombies. Une voix crépite à la radio. « Nous venons de réveiller les morts. Éteignez tous les téléphones et appareils. » Le commandant fonce avec un camion, écrasant les zombies pour couvrir l'équipage qui fait le plein de l'avion. Juste au moment du décollage, Jerry est projeté de son vélo tandis que le commandant, tentant de sauver un coéquipier, se fait mordre à la jambe. Visiblement abattu, le commandant est transporté sur la rampe de l'avion. D'un ton grave, il lance à ses hommes « J'ai été touché. C'est fini pour moi. » Israël a intérêt à être à la hauteur. Après une série de péripéties, seuls Jerry et 2 autres parviennent à embarquer. Et ils arrivent enfin à Jérusalem au petit matin. À leur arrivée, ils constatent que le récit du prisonnier était vrai. La ville fonctionne, normalement, protégée du chaos extérieur. Jerry, en tant qu'émissaire spécial de l'ONU, est reçu par Jürgen. Jerry veut comprendre comment Israël a pu prévoir l'épidémie avant tout le monde. Jürgen lui révèle alors la vérité. Israël avait intercepté des messages de l'armée indienne évoquant une guerre contre des morts vivants. Le message semblait absurde, mais Jürgen a choisi d'y croire, se souvenant des leçons du passé. Il y a toujours un prix à payer quand on refuse de voir venir la catastrophe. Comme les Juifs dans les années 30, qui ne voulaient pas croire à la menace des camps de concentration, ou le massacre des JO de Munich que personne n'avait anticipé. À partir de là, Israël applique la théorie du 10e homme. Si 9 experts sont d'accord, le 10e a l'obligation de douter et d'explorer l'impossible. Aussi improbable soit-il. Jürgen confie à Jerry que, dans cette histoire, il était ce 10e homme, celui qui a osé croire à la menace. Sous ses yeux, la vie s'organise sous les murs. Chaque personne accueillie est un zombie en moins à craindre. Telle est la philosophie. Les réfugiés affluent, trouvant sécurité et abri. Quant à l'origine du virus, Jürgen admet qu'il est impossible, vu la rapidité des événements, de retracer précisément son point de départ. Il exhorte Jerry à se concentrer avant tout sur sa propre survie. Il déconseille de se rendre en Inde, devenu un véritable trou noir de l'épidémie. Au même moment, un hélicoptère survole le mur. Depuis les airs, on distingue 2 mondes. À l'intérieur, la paix. À l'extérieur, un enfer grouillant de zombies, entassés jusqu'à former une montagne de chair morte. Ce jour-là, une grande foule d'Arabes se rassemble au pied du mur pour remercier les Israéliens de leur accueil. En guise de gratitude, ils chantent des hymnes de louange. La fête tourne au drame. Certains saisissent un micro et poussent la voix, ignorant qu'un bruit aussi puissant attirera l'attention des morts. En un clin d'œil, le chaos se déchaîne. L'armée ouvre le feu pour contenir les zombies, mais la marée humaine est trop dense, les balles insuffisantes. Les rangs désinfectés grossissent à vue d'œil. Les soldats tirent sans relâche depuis les remparts, mais la vague ne faiblit pas. Les balles humaines ne suffisent plus à endiguer la fureur des zombies. La situation échappe totalement à tout contrôle. Jürgen décide d'évacuer. Avant de partir, il demande à 2 soldats d'escorter Jerry jusqu'à l'héliport. Mais sur le chemin, Jerry est témoin d'une scène étrange et bouleversante. Un vieil homme, seul et frêle, suit le flot de réfugiés. Mais les zombies l'ignorent complètement, passant devant lui comme s'il n'existait pas, avant de déferler sur la place en une marée irrépressible. L'évacuation tourne au chaos. Les soldats tentent tant bien que mal de protéger les civils, mais l'assaut des zombies est fulgurant, bien plus rapide que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Jerry remarque alors un nouveau détail troublant. Les zombies, tout comme pour le vieil homme, semblent indifférents aux personnes faibles, âgées ou malades. Tout cela alimente une hypothèse grandissante dans l'esprit de Jerry. L'un des soldats,
Une femme déterminée parvient à leur ouvrir la voie. L'efficacité de ces méthodes est indiscutable, mais en s'exposant pour évaluer la situation, elle se fait mordre à la main. Jerry n'hésite pas, il tranche aussitôt la main infectée. Par chance, la soldate ne se transforme pas. Après avoir sommairement bandé sa blessure, ils atteignent l'aérogare, mais découvrent une scène d'horreur. Les zombies se ruent vers l'avion, s'accrochent au train d'atterrissage. Et rapidement, l'appareil s'écrase, emporté dans sa chute. Sur le tarmac, le pilote d'un vol militaire, ayant appris la chute de Jérusalem, prend la fuite en solo. Heureusement, Jerry et ses compagnons parviennent in extremis à s'emparer d'un avion civil surchargé. Une fois installés, Jerry Heide Segen, la soldate, a trouvé une place et s'enquiert de la destination auprès de l'hôtesse, qui avoue ne pas en avoir la moindre idée. Tout l'équipage s'est réfugié là en urgence, et l'avion est parti sans plan de vol précis. Tandis qu'ils s'apprêtent à décoller, des secousses agitent la cabine. Dehors, une horde de zombies fonce vers l'appareil. Au moment où l'avion s'arrache enfin du sol, tout le monde pousse un soupir de soulagement. Dans la ville encore assiégée, certains essaient désespérément de survivre, mais l'espoir s'amenuise. Entre la morsure des zombies et les bombardements qui pleuvent sans relâche, la mort semble inéluctable. Pendant le vol, Jerry s'inquiète pour Segen. Il désinfecte à nouveau sa blessure, conscient que, sans soins appropriés, elle risque de succomber à l'infection. Segen, intrigué, lui demande comment il a su qu'amputer sa main pouvait lui sauver la vie. Jerry avoue que c'était un simple pressentiment. Segen, soulagé mais secoué, repense à ce miracle. Soudain, tout s'éclaire dans l'esprit de Jerry. À Jérusalem, comme à la base coréenne, il a remarqué que les zombies ignoraient systématiquement les plus faibles, les malades ou les blessés. Ce n'est certainement pas un hasard. Cette révélation le pousse à agir d'urgence. Il demande à Carrie de contacter Thierry, ne prenant même pas le temps d'expliquer son raisonnement. Il lui faut trouver un centre médical au plus vite. Après discussion avec le pilote, la décision est prise d'atterrir à Cardiff, au pays de Galles, où se trouve un centre de recherche de l'OMS. Mais alors que l'avion entame sa descente, un incident éclate. Un passager laisse son chien aboyer sans relâche, devant la porte de la première classe. Lorsque l'hôtesse ouvre, un zombie surgit, déchaînant le carnage dans la cabine. Tandis que la panique gagne, Jerry repère le danger et tente d'ériger une barrière de fortune avec les bagages. Mais cette défense précaire cède aussitôt sous la pression de la horde. Les survivants, impuissants, sont submergés. Les tirs de Jerry ne ralentissent guère les zombies. Il comprend que, s'il ne trouve pas vite une issue, personne ne survivra. Au même moment, l'avion, hors de contrôle, s'écrase violemment au bord d'une forêt. Jerry, blessé à la taille par un éclat de métal, s'arrache avec douleur à l'épave. Il croit avoir perdu Segen. Mais elle se relève. Ensemble, s'épaulant, ils marchent longtemps avant d'atteindre enfin le centre de recherche. Jerry, à bout de force, s'évanouit juste devant l'entrée, tandis que Segen frappe désespérément à la porte pour demander de l'aide. 3 jours plus tard, Jerry se réveille dans une lumière aveuglante. Son flanc est bandé. Il a survécu. Le directeur du centre lui explique qu'ils ont pu confirmer son identité grâce à un appel passé, depuis le téléphone de Jerry à Thierry. Pourtant, à ce moment précis, une seule angoisse habite Jerry, la sécurité de sa famille. Thierry l'informe que, croyant Jerry mort, Karen et leurs 3 enfants ont été transférés dans un camp de réfugiés au Canada. Rassuré, Jerry peut se concentrer sur sa mission. Il explique alors aux chercheurs son idée folle. Il lui faut un agent pathogène, très dangereux mais guérissable, pour tester une hypothèse. Utiliser une maladie comme camouflage face aux zombies. L'équipe est déconcertée. Comment une infection pourrait-elle toucher les morts vivants? Mais Jerry précise, il ne s'agit pas de rendre malades les zombies, mais les humains. Le virus des zombies cible uniquement les individus en bonne santé. Il ignore les faibles, les malades, les mourants. C'est pour cela qu'au centre de recherche, il dispose de tous les virus et bactéries nécessaires. Variole, H2N1, typhus, etc. Problème, tous sont stockés dans l'aile B. Aujourd'hui envahi par les zombies depuis qu'un expert, contaminé alors qu'il tentait d'extraire des échantillons, a transformé tout le secteur en piège mortel. On estime qu'au moins 80 zombies errent dans le bloc. B, en l'absence de bruit, ils restent léthargiques, lents et apathiques, mais à la moindre alerte, la catastrophe est assurée. Connaissant la situation, Jerry choisit de tenter le tout pour le tout. Segen et le directeur du centre l'accompagnent dans cette expédition nocturne. Avant de partir, le directeur insiste, il ne faut surtout pas attirer l'attention des zombies sous peine de les exciter. Avec la plus grande prudence, le trio traverse une passerelle jusqu'à l'aile B, mais dès leur arrivée, le directeur commet une première maladresse en marchant sur un objet au sol. Par chance, aucun zombie n'est dérangé, et ils poursuivent leur chemin haletant. Arrivés devant le laboratoire,
Une nouvelle difficulté surgit. Des zombies errent dans le couloir, de plus en plus nerveux. Passer semble impossible. Discrètement, ils ouvrent la porte de secours et descendent au sous-sol. Mais le directeur réitère son imprudence. De quoi douter de sa loyauté. Un coup de feu éclate, aggravant encore la situation. Ils décident alors de se séparer. Ségène et le directeur courent vers l'entrepôt pour récupérer le pathogène, tandis que Jerry, grâce à l'agencement des lieux, parvient à enfermer la majorité des zombies derrière une porte. Les deux créatures qui l'ont suivi sont neutralisées par ses compagnons. Arrivé à l'entrepôt, il se retrouve face à 2 zombies. Ségène n'est pas inquiète, mais le directeur pressent un danger plus grand. A raison, car d'autres morts vivants surgissent de l'ombre, forçant le duo à fuir vers le bâtiment principal, talonné par la horde. Dans la salle de surveillance, des scientifiques assistent impuissants à la scène. L'un d'eux hésite à ouvrir la porte, mais, poussé par un collègue, finit par céder à l'appel du devoir. On ne peut pas sacrifier leurs compagnons. Ségène et le directeur rejoignent la sécurité de justesse, ouvrant une brèche pour que Jerry puisse atteindre le dépôt. Là, face à des fioles anonymes, incapable de reconnaître le bon virus, Jerry prend le risque d'en emporter plusieurs. Mais sur le chemin du retour, l'ancien expert devenu zombie, Spawn, bloque la sortie. Sortir de force serait suicidaire. Jerry, acculé, se résout à l'impensable. Il décide de s'injecter, l'un des pathogènes choisis au hasard, laissant sur un petit tableau noir un message d'adieu à sa famille, au cas où il ne survivrait pas à l'expérience. Quelques secondes d'attente, puis rien. Il n'a pas muté. Jerry s'aventure alors dans le couloir. Fait exprès de faire du bruit pour attirer les zombies. Miracle, aucun ne lui prête attention. Son hypothèse est confirmée. Les chercheurs lui administrent l'antidote. Aussitôt rétabli, Jerry n'a plus qu'une idée. Rejoindre le camp de réfugiés pour retrouver sa famille. Mais la crise n'est pas terminée. Partout, le chaos règne encore. Pourtant, l'humanité a trouvé une parade. L'Organisation mondiale de la santé développe en urgence un vaccin camouflage. En l'injectant, on devient invisible aux yeux des zombies. Les hélicoptères de l'armée larguent ces doses dans toutes les zones de quarantaine, apportant enfin une lueur d'espoir. Inspiré du roman de Max Brooks et adapté en 2013, ce film s'impose comme un classique du genre, notamment par l'ampleur de ses scènes spectaculaires. L'histoire se termine ici, mais la lutte contre les zombies continue. À la prochaine pour une nouvelle aventure. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos.